Bonjour, cher public, nombreux. Donc merci à Frédéric de venir nous parler de l'actualité de la révolution russe d'octobre. Et on va peut-être introduire ça. Bon, comme il n'y a personne, je peux dire des choses un peu bizarres. Par exemple, l'histoire existe-t-elle? Et si elle existe, est-ce qu'elle porte des enseignements pour l'actualité? C'est ça, hein? Finalement, octobre a encore quelque chose à nous dire. Et si elle existe en dehors de la gestion des archives et il y a une actualité de l'histoire, est-ce que l'histoire peut nous guider dans nos actions? C'est-à-dire, est-ce que l'histoire de la révolution russe d'octobre peut encore nous guider dans nos choix politiques actuels? Voilà, ça c'est pour commencer. J'imagine que tu vas parler ça de façon pratique. Bon alors, est-ce que l'histoire est-ce qu'on peut tirer des enseignements de l'histoire? Sans doute, mais là-dessus j'ai une position un petit peu paradoxale. C'est-à-dire que, évidemment, si par exemple, si on s'intéresse au centenaire d'octobre 1917, c'est parce qu'on pense qu'on peut peut-être en tirer des enseignements. Mais tous les mouvements d'émancipation, le Parti communiste français, puisqu'on est à la fête de l'UMA, Podemos, je crois que l'essentiel de ce que nous avons à élaborer pour contribuer à l'émancipation humaine ne se trouve pas dans le passé. Mais ce qui est important, c'est le projet pour l'avenir. Voilà. C'est-à-dire que même à la limite, le passé peut être un boulet pour inventer ce dont on a besoin aujourd'hui pour contribuer à l'émancipation humaine. Donc voilà, ça c'est pour moi une idée très importante. Ceci dit, puisque je m'occupe des archives du Parti communiste français, que j'ai une formation d'historien, que je suis en charge du centenaire de 1917 pour le Parti communiste français, c'est que quand même je pense qu'il y a des choses à dire sur le passé. Mais il faut arriver à les dire sans être enfermé dans les expériences passées. Et c'est finalement une dialectique assez compliquée. Alors sur on commence le débat sur octobre 17. Sur octobre 17, il y a plusieurs enjeux. D'abord, il y a un enjeu de connaissance historique de la révolution russe, parce que il se dit beaucoup de choses sur octobre 17. Le mouvement communiste international pendant des décennies a fait d'octobre 17 un modèle, en tout cas un modèle dans le discours. Parce que, par exemple, pour ce qui est du Parti communiste français, dès les années 30, finalement, avec le Front populaire, c'est plus tellement le modèle de la prise du Palais d'Hiver qui est dominant dans la pratique, mais évidemment, octobre 17 reste une référence à laquelle on ne doit pas toucher. Et de l'autre côté, de manière symétrique, il y a tous les courants anti-communistes, pour aller vite, qui font d'octobre 17 le contre-modèle sur tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que finalement ça ne devait conduire qu'au stalinisme et à la dictature. Donc aujourd'hui, on peut commencer à réfléchir à octobre 17 d'un point de vue, je dirais, après historien. Il y a des choses à dire. Par exemple, un des enjeux, c'est de dire, est-ce qu'octobre 17 c'est une révolution, est-ce que c'est un coup d'État? Voilà. Bon. Le travail des historiens, notamment des historiens américains, c'est le paradoxe, montre que c'est un vrai processus révolutionnaire par en bas, et que finalement ce qui se joue en octobre 17, c'est pas la prise du pouvoir par un petit groupe très bien organisé, hystérique pour certains, héroïque pour d'autres, mais c'est que dans la société russe, il y a en octobre 17 comme une nécessité de révolution. Et le paradoxe, c'est que octobre 17, c'est une révolution sans effusion de sang,
alors que celle de février 1917, qu'on illustre souvent dans l'idéologie dominante comme une révolution démocratique, est beaucoup plus sanglante. Donc on a vraiment pendant l'année 1917, on a comme un continuum révolutionnaire de mobilisation des paysans, des soldats qui refusent la guerre, des paysans qui veulent la terre, et face à un régime qui est en échec et qui conduit la Russie qui a conduit la Russie à la catastrophe, en fait, avec son engagement dans la Première Guerre mondiale. Donc il y a un enjeu de connaissance historique du phénomène lui-même, et on n'a pas fini. Il faut continuer à travailler sur ce qui s'est passé pendant l'année 17. Après, il y a un deuxième enjeu politique, enfin, le premier est politique aussi, mais est-ce que Octobre 17 peut être un modèle pour aujourd'hui? Alors ça, c'est compliqué. Moi, je dirais d'abord que Octobre 17, c'est et l'année 17 en fait, c'est un moment dans l'histoire de l'émancipation humaine. C'est une recherche d'issues dans un contexte évidemment très particulier. Et je crois que pour les progressistes, il faut assumer ça. Il faut assumer que, oui, en 17, en Russie, il y a des gens qui ont voulu, qui ont cherché les voies de la transformation progressiste ou de l'émancipation. Et donc ça, il faut l'affirmer haut et fort et pas rester prisonnier d'une espèce de complexe qui nous viendrait, bah oui, mais ça a conduit à Staline. La victoire de Staline n'était pas inéluctable et ça aurait pu évoluer autrement. Mais donc assumer l'idée qu'on a besoin, encore aujourd'hui, qu'on a besoin de révolution. Et qu'en ce sens, 17 doit nous servir, non pas de boussole, pas de modèle, pas de guide, mais d'éléments de réflexion. Voilà, moi j'avais 3 idées en tête sur Octobre, c'est sur l'actualité. C'est-à-dire la première, c'est Octobre, c'est c'est une rupture, une continuité de quelque chose. Tous les 19e siècle, depuis la première révolution française, c'est-à-dire en 89, 89 va inaugurer une série des mouvements insurrectionnels. Dans le 19e siècle, c'est l'insurrection, voilà, comme modèle des prises de pouvoir. Et ça va conclure en 71 avec la Commune. Et l'échec de la Commune va faire la réflexion de Marx et puis de Lénine va être un peu dans la même ligne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'échec de la Commune? Pourquoi l'échec des insurrections ouvrières tout au long du 19e siècle? Donc il y a le versant social-démocrate qui va dire, voilà, la révolution n'est plus possible, nous on va s'adapter au Parlement, aux élections, etc. La vision de Marx et puis de Lénine, c'est pas la même chose, c'est-à-dire la révolution est encore possible à condition d'être organisée. Donc c'est fini les insurrections spontanées, il faut un parti, et ces partis doivent être bien organisés d'une façon presque, enfin non, pas presque, c'est absolument militaire, et c'est la seule façon de avoir une insurrection qui soit une insurrection qui soit réussie. En fait, Lénine va prouver par les actes que c'était possible. Donc c'est son hypothèse, Octobre, c'est voilà, la confirmation dès que l'insurrection menée par un parti organisé mène à la victoire. Voilà, ça c'est évident. Donc la première question, c'est est-ce qu'on est encore dans l'horizon des situations révolutionnaires aujourd'hui, en 2017? Ça, c'est la première question. La deuxième question, ça serait, c'est ce qui s'est passé après. C'est-à-dire, une fois que Octobre, le parti bolchevique a été installé dans le pouvoir, cette séquence, ça finit quand? C'est-à-dire, en 21, en 23, avec l'échec de la révolution allemande et donc des révolutions attendues par Lénine en Europe. Est-ce que ça se passe en 24, la mort de Lénine, en 29, c'est-à-dire... Mais ce qu'il y a d'évident, c'est que ce parti qui était arrivé au pouvoir avec l'enseignement de Marx, voilà, de la Commune, de Lénine, à un moment donné, va fusionner avec l'État.
Et là, ça va être le parti-État qui va être voilà, le germe de tout ce qui a été après l'échec de la révolution d'octobre dans le temps. Non, et Staline, est-ce qu'il est dans la continuité de ça ou est-ce qu'il va instaurer quelque chose de nouveau? Voilà. Et puis là c'est la question de l'État lui-même. C'est-à-dire, Lénine a écrit l'État de la Révolution en août 17, pendant qu'il est en Finlande. Alors, et là, il y a toute une théorie sur l'État, la prise de pouvoir, le dépérissement de l'État, qui ne va pas être menée jusqu'au bout. Mais l'idée était là. Donc, trois choses sur... On est toujours dans l'horizon révolutionnaire, première. Est-ce que c'est inéluctable le fait dans la vision bolchevique ou léniniste que le parti fusionne avec l'État? Et voilà, la troisième aussi, la question de l'État lui-même. Qu'est-ce qu'un État aujourd'hui et est-ce qu'on peut s'en passer de ça? Waouh. Alors, d'abord, c'est vrai que entre aujourd'hui et 1917, il y a un siècle. Je vais dire des trivialités. Alors qu'entre 1917 et la Commune de Paris, il n'y a qu'un demi-siècle. Donc les changements aujourd'hui, enfin nos sociétés, en tout cas les sociétés occidentales, d'une certaine manière, sont plus proches des élaborations et des intuitions de Marx que de la Russie de l'époque de Lénine. Et donc chez Marx, la pensée révolutionnaire, elle est du processus révolutionnaire est beaucoup plus complexe et adaptée à l'Angleterre, à la France et à l'Allemagne. Lui, Lénine, c'est dans un pays qui connaît des formes de développement capitaliste, mais comme il disait lui-même, c'est le maillon faible. Et puis, c'est une société encore très majoritairement agricole, rurale, donc qui n'a plus rien à voir ou qui n'a rien à voir avec la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, évidemment, le processus révolutionnaire qu'on peut imaginer en 2017 n'a rien à voir, il ne peut rien avoir avec celui de 1917. Ce qui reste d'intangible pratiquement, mais c'est déjà vrai à l'époque de Marx, c'est d'une part que nous vivons toujours sous le capitalisme. Deux, que nous vivons toujours à l'époque d'une certaine forme d'impérialisme, même s'il est plus difficile à mon avis d'en définir le centre. Nous vivons dans un monde de guerre. Maintenant, la gouvernance mondiale, c'est une gouvernance, c'est la guerre sans fin, ou c'est un monde sans paix. Enfin, c'est la paix armée. Enfin, la paix armée, c'est pas que la paix armée, c'est vraiment le nombre de conflits qui existent dans le monde aujourd'hui démontre que rompre avec ce qui conduit à la guerre reste une nécessité. Il y a des nouvelles choses qui ont émergé, par contre, et qui est très différente de 1917. Juste une question, l'écologie, les enjeux environnementaux et les enjeux écologiques ne se posent pas, personne ne se les pose en 1917, alors qu'aujourd'hui c'est devenu, à mon avis, une question centrale. Donc le processus révolutionnaire ne peut pas être imaginé comme en 17. Après, la deuxième question sur rupture, continuité entre Staline, Lénine, etc. Alors dans une certaine tradition marxiste, notamment trotskiste, qu'on aurait dû plus écouter. Voilà, 1924, enfin, où la mort de Lénine, et puis en 27 la prise du pouvoir par Staline, il définit ça comme une contre-révolution. Et donc une rupture radicale avec la période antérieure. Alors après, on peut discuter. Il y en a qui vont dire ça commence la contre-révolution c'est en 24, d'autres c'est en 22, d'autres c'est en 27, etc., etc. Moi, je trouve que c'est un débat qui est un peu biaisé. Alors moi, je m'en sors en reprenant la phrase de Berlinguer en 1980, je crois, quand à propos de la Pologne, Berlinguer avait dit, à propos du coup d'État de Jaruzelski en Pologne, il avait dit la force propulsive de la révolution d'octobre s'est éteinte.
Et il ajoutait, mais ça, en général on l'oublie, il disait, il avait une phrase symétrique concernant la social-démocratie. Donc bon, il parlait pas que de... Mais si on reste sur la révolution bolchevique, et ça, cette idée de force propulsive, à mon avis, elle permet de penser des choses. Elle permet de penser qu'en 17, justement, ça a été un moment d'émancipation et qu'il y a eu un souffle révolutionnaire. Et que ce souffle révolutionnaire, il a porté très loin, avec des espèces de retours, y compris à l'époque de Staline. Parce que si on dit qu'en 24 ou en 27, c'est une rupture radicale, une contre-révolution, on ne peut pas comprendre le rôle positif des partis communistes. Parce que les partis communistes, ceux qui font le Front populaire, ceux qui font la résistance, ceux qui luttent en Espagne contre la dictature franquiste, ils sont nés de la révolution d'octobre, mais ils sont aussi nés du stalinisme. Et donc, pourquoi ils devraient avoir un rôle totalement négatif si c'était simplement un aspect contre-révolutionnaire. Et ça va encore plus loin que ça, c'est encore plus compliqué que ça. Le rôle de l'URSS dans la victoire contre le nazisme en 1945, ou le rôle de l'URSS dans la lutte pour la décolonisation, fait que cette idée de contre-révolution et de rupture radicale en 24 ou en 23 ou en 27 est pas totalement satisfaisante intellectuellement. Mais il y a une autre question encore plus difficile, mais alors s'il n'y a pas de rupture, est-ce que Staline est dans Lénine, ou est-ce qu'il suffirait de revenir à Lénine finalement? Il y a cette idée. Staline, c'est le méchant. Lénine, c'est le gentil. Si on veut résoudre nos problèmes aujourd'hui, il suffirait de revenir à Lénine. Alors d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, le contexte n'est plus du tout le même. Et chez Lénine, il y a des failles. Voilà. Chez Lénine, il y a des failles qui ne conduisaient pas inéluctablement à Staline, mais qui pouvaient conduire aussi à Staline. Voilà, c'est un peu. Et puis il y a le contexte. On est en Russie entre 17 et 24 avec une tradition séculaire d'absence totale de tradition démocratique. Et Lénine, il en est aussi le produit. Et puis évidemment la guerre civile et l'intervention extérieure des forces capitalistes de la France, du Royaume-Uni, etc. Et donc, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, en quelque sorte. Troisième question sur la nature de l'État. Moi, je trouve qu'il y a une vraie interrogation sur Lénine. Au mois d'août, il écrit « L'État et la Révolution ». Où il dit en gros il faut briser l'État, il faut le remplacer par les soviets, etc. Donc je dirais un Lénine presque, entre guillemets, presque libertaire. Et puis et au mois de septembre, il propose d'ailleurs aux autres forces socialistes, il propose un processus pacifique révolutionnaire. Et puis en octobre, face au refus de cette alliance avec des autres partis socialistes, des mencheviks, etc., il décide que le moyen, c'est l'insurrection. Je crois que chez Lénine, la question du parti centralisé de révolutionnaires professionnels est une question seconde par rapport à l'objectif politique. Et ensuite, il s'adapte. Et donc ces héritiers ou ces faux héritiers comme Staline peuvent aussi aller chercher chez Lénine ils peuvent s'appuyer sur certains pans de sa pensée pour faire autre chose. Mais c'est pas une autre chose totalement qui n'a rien à voir, voilà. Sinon, il n'y aurait pas eu la résistance, le Front populaire, le rôle des partis communistes, la lutte pour la décolonisation, l'engagement de millions de militants communistes sur tout le XXe siècle, si c'était simplement la victoire de la contre-révolution et de la bureaucratie. Voilà, sur la question de l'État, si on regarde l'actualité de la politique, disons des gauches, des vraies gauches, non, disons en Europe, non, et
Et bon, je parle de Podemos parce qu'on est chez Podemos. Non, aujourd'hui, la référence à Lénine, elle est très très loin. Par contre, il y a une référence dans les mouvements communistes, c'est Gramsci. C'est Gramsci qui, dans l'analyse qu'il a fait de la révolution russe et de la nature différente entre la Russie et puis l'Europe, a pensé ce concept d'hégémonie qui est fondamental. Aujourd'hui, chez Podemos, chez nous, on pense beaucoup à ce concept d'hégémonie. Et que justement, dans la version, disons, moderne, non, c'est, enfin, ultime, et c'est une vision de la politique qui va pas s'inscrire justement dans ces mouvements d'insurrection. Donc là, l'horizon révolutionnaire disparaît dans cette notion d'hégémonie qui c'est une prise progressive des pouvoirs culturels, idéologiques, etc. On est aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, plutôt dans cet horizon en Europe que dans l'idée léniniste de la prise de pouvoir d'État. Alors là, oui, alors pendant longtemps, alors pas tellement moins en Espagne, encore moins en Italie, mais en France, on n'a pas la référence à Gramsci était totalement marginale. Aujourd'hui, c'est une référence qui devient beaucoup plus forte et tant mieux. Et il y a cette idée d'hégémonie, de guerre de position, de guerre de mouvement. Mais sur Gramsci, oui, l'hégémonie, mais Gramsci reste un marxiste. C'est-à-dire que chez Gramsci, il y a aussi l'idée qu'il y a la lutte des classes. Et que la bataille pour l'hégémonie ne peut pas se détacher de l'enjeu de lutte des classes. Et donc, parfois, j'ai l'impression qu'on cite Gramsci simplement parce que, en termes de communication politique, il faudrait être très fort du point de vue de la communication politique. Bien sûr qu'il faut être très fort en termes de communication politique, mais il faut appuyer ça sur une analyse de classe de la société. Ensuite, est-ce que la question de l'État... bien sûr, dans le mouvement d'émancipation, y compris au Parti communiste français, il y a une espèce de traumatisme soviétique. C'est que l'État puissant, l'État trop fort, etc. Et donc, pendant un temps, on a pensé qu'il suffisait de démocratiser l'État ou de construire des alternatives locales, donner des pouvoirs aux citoyens. Tout ça est vrai. Mais moi, je continue à penser qu'il faut penser la question de la prise du pouvoir. Et l'émergence de Podemos, l'émergence de Syriza, alors là, on va peut-être pas engager le débat, le résultat de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, le très haut score, tout ça me dit que les forces d'émancipation, l'autre gauche, la vraie gauche, on peut les appeler comme on veut, elles peuvent à nouveau se poser la question du pouvoir. Ce que je veux dire du pouvoir central et gouvernemental. Évidemment pas sur un mode insurrectionnel. On revient à notre... la France insoumise en France, ils disent révolution citoyenne ou révolution par les urnes. Le Parti communiste français, il dit rassemblement populaire majoritaire. Enfin, tout le monde cherche... que les voies d'une transformation révolutionnaire majoritaire et démocratique en fait. Et en ce sens, on n'est plus dans la Russie de 1917. Mais se poser la question de l'État et de la prise du pouvoir, qui peut être réversible d'ailleurs. C'est plus une prise du pouvoir définitive. Elle peut être réversée. Ça, je crois que c'est à l'ordre du jour. Oui, la différence, disons, entre les lectures modernes de l'hégémonie chez Podemos, mais je crois que même dans la France insoumise, et Gramsci. Bon, Gramsci, c'était un marxiste, il croit qu'il y a une classe fondamentale qui va, c'est autour d'elle qu'il faut créer cette hégémonie. La différence aujourd'hui, cette classe fondamentale dont la classe ouvrière a disparu de l'horizon, on a du mal à trouver une classe ouvrière
autour de laquelle on puisse construire un projet émancipateur. Et donc, toute la tentative, c'est, de cette gauche, des vraies gauches en Europe, c'est de construire des majorités et qui ne sont pas des majorités autour de ces noyaux. Ou disons des classes. Donc les luttes des classes continuent à exister, bien entendu, mais ça ne passe pas, c'est pas les mêmes clivages. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de majorités beaucoup plus larges. Donc voilà, c'est ça. La prise de pouvoir, bien sûr, tout le monde pense à ça, mais c'est le pouvoir, elle a beaucoup changé. En Europe, voilà, c'est pas de la même nature. On voit l'évolution des États-nations, de ce qui se passe à l'Union européenne. La prise de pouvoir, même si on prend les pouvoirs d'un État dans l'État européen, pourtant on n'a pas pris les pouvoirs en Europe. Ben oui, mais alors de toute façon, il y a encore, là j'y pensais, on aurait pu. Il y a un débat qui court depuis 1917, c'est que quand Lénine et les bolcheviks décident de l'insurrection en octobre, ils disent déjà c'est le maillon faible, on commence par là et il devrait y avoir des révolutions. Il y aura une révolution en Allemagne, il y aura une révolution en France, il y aura une révolution au Royaume-Uni. C'est-à-dire que leur projet n'est pas le socialisme dans un seul pays. Et donc aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Prendre le pouvoir dans un seul pays, est-ce que c'est pas possible en fait. C'est pas possible. On peut exercer, je vais prendre l'évier de Blum, on peut exercer le pouvoir, on peut être au gouvernement, mais si c'est que dans un seul pays, je veux dire, voilà, Syriza, ils n'ont pas le pouvoir en fait. Ils sont pas au pouvoir. Ils ne sont pas au pouvoir. Après, moi, j'ai pas toute réponse à toutes les questions. Est-ce qu'il faut attendre que tout le monde, que Podemos gagne en Espagne, qu'on gagne en France, qu'on aille au secours des Grecs, et qu'est-ce qui se passe-t-il au Royaume-Uni? Bon, voilà. Donc, on est quand même, on a encore des choses qui sont pas qu'on n'arrive pas à penser, je crois. Il faut rester modeste parce qu'on paye l'échec de l'URSS, on le paye, et qu'on a du mal à penser un autre processus. Sur la question Podemos ou France Insoumise, moi je trouve que parfois il y a des débats qui sont un peu bizarres, parce que quand on divise la société en peuple et en oligarchie, pour moi, j'appelle ça. Pour moi, c'est la lutte des classes. L'oligarchie, qu'on l'appelle bourgeoisie ou qu'on l'appelle oligarchie, au bout du compte, c'est des débats finalement assez de spécialistes presque, j'allais dire. Moi, je montre souvent une affiche du Parti communiste français des années 30, et je dis, regardez, ça, c'est une affiche populiste. Parce que c'est en 1936, le Parti communiste français, il appelle le peuple contre les 200 familles. Hein. Donc aujourd'hui, on donne l'impression d'une grande nouveauté, mais en fait, c'est des mots pour habiller ce qui existe toujours et que personne ne peut faire disparaître, c'est-à-dire la lutte des classes. Voilà. Et certains débats gagneraient entre forces parfois divisées, malheureusement, gagneraient à être creusés si si les mots nous empêchaient pas de penser parfois, voilà. Je trouve que le slogan des bolcheviks en 17, il est absolument populiste dans les bons sens, c'est-à-dire le pain, la terre et la paix. Et là, tout le monde comprenait. C'est-à-dire, c'est ce type de slogan qu'il faut transmettre avec une clarté, tout le monde comprenait ça. Et le Front populaire, c'est pareil, c'est le pain, la liberté et la paix. Voilà, voilà.